Depuis ma rencontre avec Maître Wu, je m'amusais à jouer le plus souvent possible au chat, pour le plus grand bonheur de mes terminaisons nerveuses. Bizarrement, plus je gagnais en sérénité, plus je sentais mon énergie vitale revenir en force, et avec elle, je dois l'avouer, une recrudescence de libido. Honnêtement, j'en étais un peu déboussolée. Embarrassée de ces nouvelles pulsions, j'essayais d'abord de les ignorer. Je n'osais en parler à Claude. Ne me jugerait-il pas un peu trop hardi ? Finalement, n'y tenant plus, je provoquai une discussion sur ce thème. Je ne sais pas comment vous en parler, mais voilà, depuis quelques jours, je ressens une sorte de regain de libido, et ça me laisse perplexe. Je voulais savoir si ça avait un lien avec notre programme de transformation. Il se racla la gorge, manifestement surpris par ma question, mais me répondit quand même. Ça ne me surprend pas plus que ça, Camille. Oui, bien sûr. Ça va de pair avec les changements que vous avez mis en œuvre. Le fait d'agir, de reprendre votre vie en main, de travailler votre physique et votre mental contribue à générer d'excellentes énergies, ce qui vous met forcément dans de bonnes dispositions pour vivre à fond votre vie de femme. C'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Oui, mais je ne sais pas pourquoi, je me sens mal à l'aise. C'est pour ça que j'ai eu besoin de vous en parler. Je comprends. Peut-être que vous êtes étonné de découvrir une facette de vous-même, jusque-là inexplorée. Une autre Camille en quelque sorte, une femme plus audacieuse, assumant mieux ses désirs et sa sensualité. Je rougis. C'est que je ne suis pas encore sûre d'aimer l'image que ça pourrait renvoyer de moi. C'est bien normal. Encore de nos jours, le poids du patrimoine éducatif bien pensant se fait sentir. Des millénaires de sexualité passés à la moulinette de la morale et des tabous. Ça laisse des traces. Et les femmes commencent à peine à assumer pleinement une sexualité libérée, et des désirs aussi forts que ceux des hommes. Il ne reste plus que tout le monde accepte cette nouvelle donne érotique. Justement, j'aimerais bien insuffler ces nouvelles énergies à mon couple, être force de proposition, innover, si vous voyez ce que je veux dire. Vous croyez que je dois me lancer ? Claude me sourit, les yeux pétillants. Sans aucun doute, votre mari ne pourra qu'apprécier. Pas si sûr que ça. Je me lançai tout de même. Durant toute la semaine suivante, je complotais pour préparer ma surprise. Adrien casait chez ma mère pour la soirée. La robe noire au chic éternel, avec ce qu'il fallait d'audace dans le décolleté pour troubler même un compagnon de longue date. Les escarpins en talons de 10 cm réservés aux grandes occasions. Le champagne prêt à être servi dans des coupes givrées, pour réserver un accueil digne de ce nom à mon cher et tendre. Un dernier coup d'œil dans le miroir, assurément j'étais sublime. Cela faisait longtemps que je ne m'étais vu une si belle ligne. Des yeux aussi pétillants et le teint aussi lumineux. Sébastien allait fendre, ne pouvait que fendre. Quand il rentra, il mit quelques secondes à s'acclimater à la pénombre avant que son regard ne tombe sur moi. Je lui envoya alors mon sourire le plus charmeur, qui le satisfia. Je profitai secrètement de cet instant suspendu, où je lisais dans ses yeux l'effet escanté, la surprise, le trouble, l'intérêt. Enfin, je décidai alors d'entrer dans le plein pied dans le théâtre de ma reconquête et de lui jouer directement la grande scène du 2, celle du baiser de cinéma, sous les spotlights de l'halogène du salon. « Hello, beau brun », dis-je en empruntant une voix rauque et sensuelle, jeu de rôle oblige. Cela m'amusait de le sentir bousculé, presque intimidé. « Waouh, quel accueil !» souffla-t-il. « Tu es magnifique. » Je jubilai intérieurement. « Et vous n'avez encore rien vu ?» dis-je, le vous voyant à dessein, complètement absorbé par mon rôle de déesse glamour. Rideau sur nos paupières, plan rapproché sur un baiser suave et torride. J'écrasai ma bouche contre la sienne, prise à mon propre jeu de sensualité, mon corps cambré, pressé contre le sien, une main appuyée sur le bas de ses reins, l'autre glissée sous sa chemise. Je projetais déjà la scène sur l'écran noir de notre nuit blanche. J'étais grisée. Ma main s'aventurait déjà le long de sa cuisse, lorsque Sébastien m'arrêta. Je ne compris pas pourquoi. « Ça va, chérie ? Qu'est-ce qui se passe ?» murmurai-je d'une voix déjà engourdie par les prémices du plaisir. « Oui, ça va, c'est juste que... » Mon téléphone sonna à ce moment-là. Je maudis les nouvelles technologies. Allons bon. Ma mère ? J'avais oublié de mettre l'antihistaminique d'Adrien dans son sac. Petit nœud de culpabilité, je la rassurai. Pour un soir, ce n'était pas très grave. Oui, il pourrait s'en passer. Non, pas la peine d'aller à une pharmacie de garde. Tandis que je l'écoutais distraitement, je jetai des regards obliques à Sébastien, pour tenter de sonder son humeur. « Oh !» gloussa ma mère.
À ta voix, j'entends que je dérange. Dis-moi, ta soirée s'annonce plutôt bien, non? Je détestais l'idée qu'elle essaye de s'imaginer ce qui était en train de se passer à la maison. Maman, protestai-je. Puis je radoucis. C'était quand même grâce à elle que je passais cette soirée tranquille. Enfin, j'espérais qu'elle ne serait pas une tranquille. Quoi qu'il en soit, je la remerciai chaleureusement avant de raccrocher. Sébastien s'était levé et se tenait à présent près de la fenêtre, me tournant le dos. Je m'approchai sans bruit, le pris dans mes bras et lui murmurai à l'oreille. « Hé, qu'est-ce qui ne va pas ?» Pour ne pas avoir à répondre, il se mit à me donner une pluie de petits baisers dans le cou, sur les joues, sur la bouche. « Sébastien, arrête, dis-je doucement, dis-moi. » Ses yeux fuyaient les miens. D'une main tendre, je l'obligeai à me regarder. « Excuse-moi, Cam, lâcha-t-il, c'est absurde. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu es là, superbe, sexy, entreprenante, et d'un coup ça me... Ça te quoi? Je ne sais pas, ça me fait bizarre. Je relâchai mon étreinte pour m'éloigner d'un pas. Ok, tu m'aimes pas, quoi? Son silence me blessa, et je sentis monter en moi une bouffée d'énervement. Déçu, autant qu'agacé, je saisis les coupes de champagne vides pour les rapporter à la cuisine, faisant claquer bruyamment mes talons sur le parquet en signe de protestation. Je rangeai tout ce qui me tombait sous la main avec le plus de bruit possible. Lui s'était approché en silence et se tenait aussi immobile que je m'agitais dans tous les sens. Je sentais sur moi son regard triste et qu'en feu. Au bout d'un instant, n'y tenant plus, je m'arrêtai devant lui. « Quoi? Parle, vas-y, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il hésitait à se confier. Je le voyais à ses lèvres, qui remuaient dans le vide. « Je suis trop quand, pardon. Depuis quelque temps, tu es tellement différente. Tellement plus. Et moi... Maintenant, c'était lui qui s'agitait, parcourant la pièce de long en large, faisant de grands gestes avec les bras, comme pour mieux trouver ses mots. Sa gaucherie m'attendrit. Je m'approchai et lui enserrai la tête entre mes mains. « Quoi, toi ?» dis-je doucement. « Moi, j'ai peur, je crois. » « Peur ? Oui, peur. Tous ces changements dans ta vie, ta manière d'aller de l'avant, de bousculer tes habitudes, d'oser être pleinement toi. » Eh bien, c'est plutôt positif, non ? Oui, c'est bien, mais... Il gardait sa confidence sur le bout des lèvres, sans doute inquiet de ce que j'allais en penser. Mais quoi, Sébastien ? Et si je ne changeais pas assez vite à ton goût ? Si je n'étais pas à la hauteur de la nouvelle Camille ? C'était donc ça ? Je n'aurais pas cru. Je le trouvais touchant dans ses craintes. Je plantai un regard bien assuré dans le sien, et lui souris avec amour. Jamais de la vie. Qu'est-ce que tu vas imaginer ? Je t'aime, Sébastien, comme jamais. Et tous ces changements, c'est aussi pour toi que je les fais. Pour que tu sois fier de moi, que tu me trouves toujours désirable. Il approcha ses lèvres des miennes, en guise de réponse, et musela mes doutes d'un lent baiser troublant, et cette fois, rien ni personne ne l'interrompit. Depuis cette nuit-là, l'ambiance à la maison s'était transformée radicalement. Un sirocco de complicité soufflait sur nos amours. Dans les braises ravivées, ne demandait qu'à prendre de plus belle. Quant à mon fils, j'avais décidé d'adopter les principes suggérés par Claude afin de ne plus stresser pour un oui ou un non, arrêter d'en faire trop et de m'en faire trop. Bref, m'offrir plus de légèreté dans la manière d'accomplir les tâches quotidiennes. « Descends de ta croix, on a besoin du bois », m'avait dit Claude un jour en riant, pour me faire comprendre qu'il fallait que j'abandonne un rôle de mère au bord de la crise de nerfs pour m'y prendre différemment. Tout d'abord, je pris le temps de m'intéresser un peu plus à l'univers d'Adrien. En catimini, je me mis à la page des dernières grandes actualités footballistiques. J'appris même par cœur le nom des plus grands joueurs et les principales règles du jeu. La soirée match suivante, au lieu d'être pour moi un morne temps mort, fut réjouissante. La tête de mes hommes, ébahis par mes connaissances, valait le détour. Du coup, Adrien m'interpella autant que son père pendant le match. « T'as vu cette action, maman ?» criait-il à tout bout de champ, en me donnant des bourrades viriles. Et au premier but de son équipe favorite, c'est dans mes bras qu'il sauta pour crier « Goal !» Pour sûr, moi aussi j'avais marqué des points. J'entrepris aussi de m'initier à son univers musical, en écoutant ses hits préférés, Bruno Mars, Ariana Grande, Nicki Minaj, Jason Derulo, David Guetta. La première fois que je me mis à entonner les paroles d'une de ses chansons préférées en même temps que lui, il n'en revint pas, et je crus lire dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à l'admiration teintée de respect. Ces nouvelles dispositions changèrent considérablement la couleur de nos relations. La porte du dialogue s'ouvrait en grand de nouveau.
Sur cette lancée, je m'attaquai au point noir des devoirs. Tu sais, Adrien, je déteste quand je me mets en colère, que je te crie après pour les devoirs et qu'on se dispute. Je me sens très mal. J'ai vraiment envie que les choses changent. Pas toi ? Il fit oui de la tête. Est-ce que tu saurais expliquer, toi, pourquoi tu trouves si difficile parfois de t'y mettre ? Il prit le temps de réfléchir, et je trouvai son sérieux à choisir au mieux les mots pour me répondre, attendrissant. Je sais pas. Déjà, c'est pas drôle les exercices, et puis il y en a trop. Surtout, j'ai l'impression que ça t'énerve tellement que ça me stresse. J'ai peur de me tromper et que tu me grondes. Du coup, j'ai même plus envie d'essayer. J'accusai le coup et repensai au conseil de Claude. Laisser de côté la mitraillette à reproches et parler de son ressenti. Dire « je ». Quand je m'énerve, lui expliquai-je alors, c'est que je suis inquiète pour toi, je pense à ton avenir, et j'ai peur que tu ne prennes pas assez tes études au sérieux. C'est tellement important pour plus tard, de bien travailler à l'école. Ce que je veux, c'est que tu puisses avoir la meilleure vie possible quand tu seras grand. Je sais, maman, mais tu t'inquiètes trop. Tu ne me fais pas assez confiance. C'est possible quand c'est des gens souriants. J'essaie juste d'être une maman acceptable. Arrête, t'es une super maman. Tu crois ? Mais oui, m'assura-t-il en prenant ma main dans la sienne, avec un sourire espiègle. Mon cœur se gonfla de gratitude. Je songeais aux techniques de pédagogie positive que Claude m'avait données. Que dirais-tu si on essayait de changer la façon de faire les devoirs ? Suggérai-je alors. Comment ? Eh bien, on pourrait faire en sorte que ce soit plus amusant, par exemple. Ça m'irait bien. Top là. On topa de 3 manières différentes avant de se prendre dans les bras l'un de l'autre pour un gros hug. Je t'aime, maman, murmura-t-il dans mon cou. Je le serrai plus fort. Moi aussi je t'aime, mon chéri. C'est ainsi que je mis en place une méthode d'éducation moins orthodoxe, mais ô combien plus amusante. J'utilisais par exemple le principe du 1, 2, 3 soleil pour les récitations. Tu avances d'un pas vers la table à chaque bonne réponse et tu recules de 2 quand c'est fou. Ou bien l'apprentissage des leçons en chanson. Un vrai succès. Non seulement Adrien apprenait 3 fois plus vite, mais en plus, il s'amusait comme un fou. J'appliquais la même approche pour les corvées de table et de cuisine. Au lieu de m'égosiller à demander 50 fois de suite une aide qui mettait des heures à arriver, je trouvais une astuce pour motiver Adrien. Je le convainquis de créer avec moi un restaurant imaginaire dont il serait le chef. Sa façon de s'impliquer et de se prendre au jeu me surprit. Je ne m'attendais pas que ça marche dans ces proportions. Il prit si au sérieux cette entreprise qu'il créa une recette tout à fait originale de boulettes de viande aux 7 épices, à l'indienne. Je coupais la viande en dés. Il la hacha avec le robot. Je coupais de l'ail. Il broya au pilon une chapelure maison. Lui qui d'habitude ne jurait que par les écrans semblait s'en donner à cœur joie avec ses travaux manuels. L'étape finale, de rouler les boulettes dans l'œuf, puis dans la chapelure aux graines de sésame, fut pour lui carrément jubilatoire. Je le revis 5 ans plus tôt, quand il jouait encore à la pâte à modeler, avec cette grâce enchantée de la petite enfance. Nous n'échangeâmes que peu de paroles durant cette séance d'intense création culinaire, mais nos sourires et nos gestes synchronisés en disaient long sur l'harmonie de l'instant. En grand chef étoilé, il s'amusait à me donner des ordres, comme si j'étais son commis, rôle auquel je me pliais volontiers, tant j'étais heureuse de voir ma stratégie fonctionner. Ces changements me permirent ainsi de dégager du temps et de l'énergie pour me consacrer à une tâche d'envergure, construire mon nouveau projet professionnel, car c'était décidé. Je ne voulais plus continuer à exercer mon métier de commercial, mais revenir à mon rêve initial, travailler dans le stylisme et la création pour enfants. Comme me le disait Claude, il était temps pour moi de faire coïncider mon projet de vie avec ma personnalité et mes valeurs profondes. Je commençais par me lancer dans des recherches exploratoires. Mon désir profond n'était pas de prendre une franchise, mais de créer ma propre marque, mon propre concept. Rapidement, néanmoins, je dus me rendre à l'évidence. Le marché du prêt-à-porter pour enfants semblait saturé et les débouchés bien minces. Autre constat sans appel. Avec la crise, les gens ne dépenseraient jamais des sommes importantes pour acheter des vêtements de bébé, qui 1 mois après seraient déjà trop petits. Dès lors, quel créneau trouver ? L'inspiration me vint en Google Stormant. Une technique de créativité inspirée du brainstorming dont m'avait parlé Claude et qui permettait de trouver des idées grâce aux recherches par Internet. C'est ainsi que je tombais sur une marque néerlandaise qui proposait un principe de fashion leasing. Louer son jean à l'année, comme son véhicule ou son appartement, moyennant un abonnement mensuel. De 5 €,
Le client avait l'assurance de porter un vêtement de marque, toujours à la dernière mode, tout en étant acteur du développement durable, avec la possibilité in fine d'acheter le vêtement ou de le rendre pour profiter d'un autre en location. Mon cerveau s'emballa aussitôt. Pourquoi ne reprendrais-je pas ce principe pour des vêtements de tout petit? Des vêtements bioéthiques pour les 0-3 ans, auxquels j'apporterais une véritable valeur ajoutée, par le biais d'ajout de matières et de motifs qui rendraient chaque pièce unique. Je n'aurais qu'à m'associer avec les fournisseurs de vêtements de base, bioéthiques, bodies, t-shirts, pantalons, pour ensuite les customiser. Du prêt-à-porter haute couture accessible à toutes les bourses. Oh oui, je tenais là quelque chose. Mon esprit s'échauffait, emporté par l'enthousiasme. Tous les parents adorent créer un look à leur bébé. Qui n'a jamais gagatisé devant les habits miniatures, si craquants? Ce leak, le prix prohibitif de tenue originale dont il faut changer trop souvent. Mais avec mon concept, ils pourraient renouveler autant qu'ils le voudraient la garde-robe de leurs petits mignons grâce au système du leasing. Rapidement, j'établis une base de calcul. Je pourrais proposer un contrat de location de chaque petit vêtement à 5 € par mois. En moyenne, je travaillais sans relâche pour peaufiner mon projet. Commencer à créer mes premiers prototypes pour avoir de quoi démarcher des partenaires. Sur le conseil de Claude, je pris contact avec une pépinière d'entreprise, structure d'accompagnement de tout porteur de projet de création, et préparai un solide dossier de présentation. Puis je croisai les doigts pour obtenir l'accord du comité d'agrément. Les choses prenaient une tournure plutôt convaincante. Je sentais de bonnes vibrations. 15 jours plus tard, lorsque je reçus une réponse positive de la pépinière, j'en tombais presque à genoux de bonheur. Sébastien, malgré des inquiétudes, semble tout bien légitime, avait décidé de me soutenir. Ne restait plus maintenant qu'à annoncer la bonne nouvelle à ma mère. Cette idée m'enchantait beaucoup moins. Pour elle, le CDI était professionnellement la seule option recevable, la connaissant comme si je l'avais faite et non l'inverse. J'appréhendais de lui révéler les bouleversements de ma vie, à juste titre. Je sonnai à la porte du petit appartement qui m'avait vu grandir avec mélange d'excitation et d'appréhension. Ma mère m'accueillit avec un grand sourire et me serra dans ses bras, en une tendre accolade. J'étais nouée à l'idée de ce que j'allais lui annoncer, me demandant comment il réagirait. Je savais que d'ici quelques instants peut-être, cette harmonie, tout miel, volerait en éclats. « Installe-toi ma chérie, j'arrive, il faut juste que je voie où en est ma blanquette de veau. »« Maman, tu t'es encore donné trop de mal, je t'ai dit un petit dîner tout simple. » C'est 3 fois rien et ça me fait tellement plaisir. Je capitulai, comme toujours. Je m'installai sur le canapé du petit salon, les jambes croisées, les battements de mon cœur serrés, réglés sur ceux de la grande horloge design, qui trônait dans la pièce, trophée rapporté d'un périple à New York. Ma mère me rejoignit, fringante à l'idée de ce tête-à-tête entre filles. « Voilà, je suis tout à toi. » Je me raclai la gorge. Elle s'aperçut de mon malaise, et une ombre passa aussitôt sur son visage. « Ça va, ma chérie? Tu as l'air tout chose. » « C'est que j'ai une nouvelle importante à t'annoncer. »« Oh mon Dieu, tu quittes Sébastien ?»« Mais non, maman. »« C'est lui qui te quitte ?»« Maman, m'agaçai-je, pourquoi faut-il que tu projettes toujours sur moi tes pires angoisses ?» Son visage se rembrunit plus encore. « Je ne projette pas, ma chérie. Je suis juste lucide sur la réalité de la vie. Regarde ce que ton père nous a fait. » Ça, c'est ton histoire, maman. Ça ne veut pas dire que les choses se passeront de la même manière pour moi. Tu as raison, excuse-moi. Alors, cette grande nouvelle? Oh, je sais, tu es enceinte. Pourquoi fallait-il toujours qu'elle revienne à la charge sur ce point? Ne pouvait-elle respecter le fait que je ne désirais pas d'autre enfant? Non? Bon, dis-moi alors, m'encouragea-t-elle en me prenant la main. Je vais quitter mon travail. Elle retira aussitôt sa main. Ce n'est pas vrai. Si, maman, c'est vrai. Tu sais, il y a quelque temps, j'ai rencontré un homme formidable. Tu trempes, Sébastien? S'indigna-t-elle. Maman, arrête de finir mes phrases et laisse-moi te raconter. Bien sûr que non, je ne trompe pas Sébastien. L'homme que j'ai rencontré m'accompagne depuis quelque temps afin de m'aider à faire le bilan de ma vie et à retrouver le chemin de mon bonheur perdu. Comment ça, perdu? Je croyais que tu étais heureuse. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Je ne comprends pas. Tu as un travail, un mari qui t'aime, un enfant magnifique. Oui, maman, j'ai tout ça, et je croyais que j'étais heureuse, moi aussi. Mais un matin, je me suis réveillée complètement vide, submergée par un vague à l'âme terrible. Grâce à Claude, je suis en train de retrouver un sens à ma vie. Claude? Il s'appelle Claude? Qu'est-ce qu'il fait, ce type, dans la vie?
il est routinologue. C'est une nouvelle approche de développement personnel très forte, tentai-je de me justifier. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? S'alarma-t-elle aussitôt. Tu sais qu'il faut se méfier, il y a tellement de charlatans maintenant. Sous prétexte de te vendre du rêve et une vie meilleure, ils te font tomber sous influence. Je savais que ça tournerait comme ça. Maman, ce n'est pas du tout ça. Quand est-ce que tu arrêteras d'avoir peur pour moi et de me traiter comme une petite fille ? Je sais ce que je fais. Et maintenant, le mutisme. Elle me mettait les nerfs à vif. Je vais enfin réaliser mon rêve, maman. Monter un projet pour travailler dans la mode pour enfants. Tu es consciente que c'est bouché comme secteur ? Je la sentais osciller entre l'anxiété et l'offuscation. Oui, mais là j'ai imaginé un concept unique et original. Tu connais le leasing ? Le leasing ? Non. C'est un système pratique, économique et écologique qui permet aux gens de louer des produits avec option d'achat. C'est déjà très répandu chez les concessionnaires automobiles et dans le secteur du jouet. En cette période de crise, les gens n'achètent pas de vêtements de luxe pour les bébés, trop chers pour si peu de temps d'usage. Par contre, je leur proposerai de les louer moyennant 5 à 15 € par mois. Je suis sûre que ça va cartonner. Je m'emballais, mais ma mère, de toute évidence, était loin de partager mon enthousiasme. Et tu quittes un CDI pour ça ? Moi qui toute ma vie ai essayé de t'inculquer l'importance de la stabilité financière, tu te rends compte que tu pourrais mettre en péril ton équilibre familial et le confort matériel d'Adrien si jamais ça ne marchait pas ? Pourquoi faut-il toujours que tu envisages le pire ? J'ai besoin que tu crois en moi, maman. Pas que tu flingues mes projets à coups d'inquiétude et de pessimisme. Et Sébastien, il en pense quoi ? Il me soutient. Nous avons fait nos calculs pour tenir le coup les premiers temps. Que de risques, que de risques. Oui, mais la vie elle-même est un risque. Il faut que tu comprennes que ce projet représente pour moi un immense bouffée d'oxygène. J'ai l'impression de revivre, d'être enfin moi. Autant pisser dans un violon. Bon, je crois que je vais y aller. Je vois bien que tu n'es pas encore prête à accepter cette idée. Elle ne chercha pas à me retenir, elle semblait assommée. Une fois dans la rue, je fus saisie d'émotions contradictoires, triste de me sentir incomprise par ma propre mère, agacée qu'elle ne me fasse jamais confiance quant à ma capacité à m'en sortir, mais aussi libérée d'avoir été moi-même, fidèle à mes rêves et à ma personnalité profonde. Enfin, j'avais mis un stop au faire-plaisir systématique. J'osais vivre la vie qui me ressemblait, et non une vie que ma mère avait imaginée pour moi. J'étais néanmoins encore un peu mal à l'aise dans ma nouvelle peau. Je ressentais de l'inconfort, je m'exaltais sur mon nouveau projet, mais que se passera-t-il si au bout du compte, j'échouais ? Si ma mère avait raison avec ses mises en garde, ces pensées me gâchèrent un peu de plaisir. Je ressentis alors un vif besoin d'en parler à Claude. J'avais hâte d'avoir son avis sur le sujet. Claude m'avait de nouveau donné rendez-vous pour une de ces séances aussi inattendues dans leur forme et leur contenu que riches d'enseignements. Mais cette fois, j'en connaissais précisément le lieu. Le musée du Louvre. Je ne voyais cependant pas pourquoi il m'y avait entraîné. Et tandis que nous arpentions les innombrables galeries, je me demandais ce qu'il allait bien pouvoir tirer de son grand chapeau de magicien. En attendant de le savoir, je lui contais mon face-à-face avec ma mère. Mais je le trouvais distant, ce qui ne lui ressemblait guère. À quoi songeait-il ? M'écoutait-il vraiment ? Je m'évertuais à essayer de lui faire comprendre mes émotions, à quel point le sceptisme de ma mère m'avait ébranlé. Et lui ne sourcillait même pas, poursuivant sa calme déambulation parmi les tableaux. « Claude, vous ne m'écoutez pas » m'impatientai-je à la fin, énervé de son détachement, alors que je vivais un véritable tsunami intérieur. Après tout, c'était lui qui m'avait demandé de le rejoindre au Louvre. Si c'était pour le voir agir exactement comme s'il était venu seul, à quoi bon m'être déplacé ? Il ne me répondit pas et mit le doigt sur la bouche pour m'enjoindre de faire silence. Je fus sur le point d'exploser d'indignation. Il accéléra cependant légèrement le pas, et avec un sourire énigmatique de circonstance dans le temple de la Joconde, me conduisit dans la salle du grand maître, Léonard de Vinci. Toujours sans un mot, il me fit asseoir sur l'une des banquettes, face à son ultime chef-d'œuvre, la Vierge, l'Enfant, Jésus et Sainte Anne. Et nous restâmes là une longue poignée de secondes face à la toile. « Que voyez-vous, Camille » me demanda-t-il enfin. Perplexe, je laissai mes yeux courir sur le tableau, essayant d'en percer la signification. Eh bien, je vois la Vierge qui semble vouloir prendre l'enfant Jésus dans ses bras. Mais en même temps, j'ai l'impression que l'enfant essaie de lui échapper, plus intéressé par le petit agneau qu'il veut lui-même attraper que par la tendre invite de sa mère. Quant à Sainte Anne, je lui trouve un air de détachement et de bienveillance. Claude sourit à mes propos.
En fait, Camille, je vous ai amené ici pour vous montrer ce tableau et vous expliquer ce qu'il reflète à mes yeux de la relation mère-enfant. La relation mère-enfant, l'image furtive d'Adrien murmurant dans mon cou « Je t'aime maman » traversa mon esprit et j'eus en même temps la sensation physique de sa chaleur contre moi. Puis je me revus dans le salon de ma mère, essayant de lui parler de mes projets professionnels sous le jet constant de ses interruptions. L'agneau symbolise le sacrifice, poursuivit Claude, et le fait que Jésus le prenne dans ses bras signifie qu'il accepte son destin funeste. Marie, en tant que mère, cherche à l'éloigner de ce destin de souffrance, ce que dit son geste protecteur. Quant à Sainte Anne, elle reste dans une attitude de retenue, elle regarde sans intervenir, ce qui montre qu'elle accepte symboliquement le destin de son petit-fils. Cette analyse éclairante de ce qui n'était encore pour moi, quelques instants plus tôt, qu'une charmante scène pastorale, me souffla. Suspendu à ces paroles et les yeux fixés sur le tableau avec intérêt renouvelé. J'attendis la suite avec impatience. Toute mère a peur pour son enfant et cherche par tous les moyens à le préserver de la souffrance, Camille. C'est naturel, intrinsèque à l'amour maternel. Mais ça peut être parfois un frein pour l'enfant qui doit accomplir son destin et faire sa vie. Vous étiez jusqu'à présent dans une quête constante d'approbation vis-à-vis de votre mère. Vous avez étouffé vos désirs pour lui faire plaisir de ne pas décevoir ses attentes. C'est comme si vous aviez marché tout ce temps dans des chaussures trop étroites, et maintenant que vous lui annoncez que vous suivez votre propre voie, ça lui fait peur, c'est normal. Mais vous devez apprendre à lui laisser sa peur, à ne pas la prendre pour vous, et à poursuivre votre chemin en vous faisant confiance. Quand elle vous verra épanouie et heureuse, croyez-moi, elle se réjouira pour vous. Je l'espère, Claude, je l'espère. Tout en lui répondant, je me demandais quelle sorte de mère j'étais exactement pour Adrien. Est-ce que je faisais bien les choses? Est-ce que j'avais la bonne attitude, celle qui lui permettait de s'épanouir au mieux de ses capacités? Il était encore jeune, ses désirs, ses besoins, ceux d'un enfant. Mais quand il grandirait, quand il devrait faire ses choix, construire son chemin d'homme, saurais-je l'accompagner sans projeter sur lui des attentes qui ne seraient pas les siennes, comme ma mère l'avait fait pour moi? Saurais-je l'écouter vraiment et l'aider dans sa réalisation de soi? On croit faire pour le mieux, mais parfois, nos craintes, notre amour même nous aveuglent. Claude s'était tu, comme pour mieux laisser le champ libre à mes pensées. Je lui fis un petit sourire pour lui indiquer que j'étais à nouveau tout oui. Et il reprit. Aujourd'hui, Camille, votre mère a peur que ce changement d'orientation vous apporte son lot de souffrance. Or, il va bien falloir qu'elle comprenne qu'au bout d'un moment, la vraie souffrance pour vous serait de rester sans agir. Le plus grave, ce n'est pas d'échouer, c'est de ne pas avoir essayé. De toute façon, on ne peut jamais se prémunir contre d'éventuelles souffrances, car elles font partie de la vie. Vouloir y échapper est impossible. La vie est faite de pain noir et de pain blanc. Chacun doit l'accepter, comme part entière des règles du jeu de l'existence. Résister à cette réalité ne fait que renforcer le mal-être. C'est pourquoi les sages apprennent à agir sur ce sur quoi ils en prisent. Non sur le cours extérieur des événements, mais sur la façon de les appréhender. Ces paroles me faisaient l'effet d'un filet d'eau fraîche, un jour de canicule. Elles renforçaient ma détermination à poursuivre dans la voie toute neuve que je m'étais tracée, et me donnaient du grain à moudre pour plus tard. Lorsqu'à mon tour je serais confrontée aux choix fondamentaux que ferait mon fils pour forger son avenir d'adulte. Aussi, lorsqu'un groupe de touristes étrangers, nombreux et bruyants, fit irruption dans la salle, interrompant notre passionnant échange, je grommelai et ne pus réprimer des claquements de langue désapprobateurs. Claude resta impassible et souriant. Rien ne l'énervait donc jamais? Il m'entraîna dans une autre salle, tout en poursuivant ses explications. Voyez, Camille, l'impact qu'a encore sur vous des éléments extérieurs perturbateurs. Vous laissez votre bien-être à leur merci. La réalité, c'est que vous n'aurez jamais vraiment la main sur le cours des choses, et vous risquez d'être éternellement comme un petit bouchon de liège ballotté sur des flots capricieux. Pour le sage, la tempête peut bien faire rage en surface. En profondeur, le calme règne toujours. Le secret, c'est de reprendre le contrôle de votre mental et de décider que même les choses désagréables, vous les vivrez bien. De voir du positif, même dans le négatif. Vous verrez, c'est une façon d'aborder l'existence qui change tout. Oui, mais quand même, ce n'est pas si simple de contrôler ses pensées. Nos réactions ne sont pas toujours rationnelles. Moi, par exemple, ça fait plusieurs jours que je doute, que je ne suis plus sûre de rien pour mon projet. J'ai peur. Je trouve ça tellement risqué. Sans compter que ma mère n'est pas la seule à émettre des réserves. Ma meilleure amie et mon oncle aussi m'ont dit qu'ils trouvaient que c'était fou de se lancer dans un concept aussi incertain, en pleine crise. Je me demande si je ne vais pas tout arrêter. Claude posa la main sur mon avant-bras
et me parla comme à une petite fille qui a peur du noir, d'une voix chaude et rassurante. « Camille, et si pour commencer, vous remplaciez j'ai peur par je suis excitée ?» Cette astuce marche plutôt bien. Oscar Wilde disait « La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. » C'est vous qui avez raison d'oser. Laissez-moi vous conter une petite histoire qui devrait vous mettre du baume au cœur et vous redonner confiance. Une fois par an, au royaume des grenouilles, une course était organisée. Elle avait chaque fois un objectif différent. Cette année, il fallait arriver au sommet d'une vieille tour. Toutes les grenouilles de l'étang se rassemblèrent pour assister à l'événement. Le top départ fut donné. Les grenouilles spectatrices, jugeant la hauteur de la tour, ne croyaient pas possible que les concurrentes puissent en atteindre la cime. Et les commentaires fusaient. Impossible, elles n'y arriveront jamais. Jamais leur physique ne leur permettra d'y arriver. Elles vont se dessécher avant d'être en haut. Les entendant, les concurrentes commencèrent à se décourager, les unes après les autres, toutes sauf quelques-unes, qui, vaillamment, continuaient à grimper. Et les spectatrices n'arrêtaient pas. Vraiment pas la peine, personne ne peut y arriver, regarde, elles ont presque tout abandonné. Les dernières s'avouèrent vaincues, sauf une, qui continuait de grimper envers et contre tout. Seule et au prix d'un énorme effort, elle atteignit la cime de la tour. Les autres stupéfaites voulurent savoir comment il y était arrivé. L'une d'elles s'approcha pour lui demander comment elle avait réussi l'épreuve, et elle découvrit que la gagnante était sourde. Prenez donc garde, Camille, de ne pas vous laisser influencer par l'opinion de votre entourage. Ne les écoutez pas, ne vous laissez pas décourager. Même ceux qui vous aiment projettent parfois sur vous leurs peurs et leurs doutes. Repérez vos pollueurs et faites en sorte qu'ils ne vous contaminent pas par leurs visions négatives, désapprobatrices ou sceptiques. Les mots de Claude résonnèrent encore longtemps à mes oreilles et firent leur œuvre. Je ne pouvais pas, et surtout, je ne voulais pas faire marche arrière. Ce projet professionnel me tenait trop à cœur, et je sentais combien il était important que je le mène jusqu'au bout. Il en allait de mon accomplissement personnel. Je m'armais donc psychologiquement d'œillères et de boules quies, bien décidée à continuer ma route. Mon pot de départ à l'agence m'emplit d'un sentiment mitigé, mélange de libération jubilatoire et d'une certaine anxiété. Est-ce que j'avais vraiment fait le bon choix ? Ma décision avait surpris tout le monde. La plupart de mes collègues me prenaient pour une gentille mère de famille, installée sur les rails d'une vie bien popote, et voilà que je me transformais en une entrepreneuse audacieuse, au projet professionnel improbable. La salle de réunion avait du mal à contenir tout le monde, car mon chef avait convié les autres équipes, profitant de mon départ pour créer du lien entre les services, d'une pierre deux coups. Certains, totalement indifférents à mon départ, voire à ma petite personne, gobaient des cacahuètes et profitaient du champagne gratuit sans même avoir l'idée de me saluer. D'autres venaient me dire un mot, cachant mal une pointe de jalousie. Une boutique en ce moment ? J'ai un ami qui a fait ça, il n'a pas pu se payer pendant 5 ans. Ce n'est plus du travail, c'est du bénévolat. Entrepreneur ? Il faut aimer tirer le diable par la queue. Après m'avoir dispensé leurs bonnes paroles, ils partaient avec une bonne chance, qui sonnait un peu comme « bon débarras ». Leurs arguments me faisaient bouillir. Pourquoi toujours tout rapporter à l'argent ? Cela m'agaçait prodigieusement. Un rêve, même au SMIC, restait un rêve. Jamais je ne m'étais sentie aussi vivante qu'en ce moment, et ça n'avait pas de prix. Heureusement, certaines personnes s'étaient montrées vraiment adorables. Mélissa notamment, qui travaillait à l'accueil, m'avait offert un joli bouquet de fleurs, et Crâne d'œuf s'était occupé de me trouver un cadeau au nom de l'équipe, un trèfle en cristal qui faisait office de presse-papier, un magnifique objet décoratif signé Lalique. J'eus du mal à cacher mon étonnement. « Pour qu'il te porte chance dans tes projets, m'expliqua-t-il. Tu le mettras dans ta boutique, hein ?» Je l'embrassai chaleureusement, tant de délicatesse venant de lui, j'étais sidérée. Mon boss s'approcha de moi à son tour, et je crus lire dans ses yeux une pointe d'admiration et d'envie. « Bonne route, Camille. J'espère sincèrement que vos projets vont aboutir. Vous êtes très audacieuse de vous lancer dans une telle aventure, surtout par les temps qui courent. Avec la crise, les gens n'osent plus rien. Enfin, si jamais ça ne marchait pas, n'hésitez pas à revenir frapper à la porte. Il y aura toujours une place pour vous. » Merci, monsieur, je n'oublierai pas. Même si j'espérais bien ne jamais avoir à revenir en arrière. Mon carton fut vite fait. 10 ans de ma vie de travailleuse dans un mouchoir de poche. J'avais l'impression d'être en plein rêve. Mais impossible de savoir si c'était un bon ou un mauvais. Tandis que je longeais les rues pour rentrer chez moi avec mon petit baluchon de démissionnaire, je me sentais comme étrangère à moi-même, secouée par un cocktail d'émotions contradictoires, soulagement, joie,
Sentiment de liberté, mais aussi trac, peur, anxiété, vertige. Dans les jours qui suivirent, je m'activais de plus belle pour peaufiner mon montage financier. Je m'étais renseignée sur l'apport personnel que j'étais censée fournir. Il devait représenter au moins 30% du montant global. Même en grattant tous mes fonds de tiroir, je ne les atteignais pas tout à fait. Serait-ce quand même suffisant pour convaincre une banque et obtenir un financement complémentaire? Aidé par les gens de la pépinière, je préparais un dossier en béton armé, du moins l'espérais-je. Mon business plan bien ficelé, je partis à l'assaut des banques. Le matin du premier rendez-vous, mon estomac jouait au grand 8. Je regardais l'heure toutes les 36 secondes, puis enfin, il fut temps. Et quand faut y aller, faut y aller. De toute façon, je n'avais plus d'angle à ranger. Je m'étais préparé une playlist de power song, des musiques qui donnent de la force. Ce n'est pas pour rien que l'on partait à la guerre en chanson. J'écoutais à fond No Surprises de Radiohead, une chanson selon moi sur laquelle n'importe qui pouvait s'écrire un destin. Je marchais dans la rue, me sentant différente des autres, plongée dans le film 16/9 de ma success story. Est-ce que ça se voyait sur mon visage, ce qui était en train de m'arriver? J'essayais de lire la réponse sur celui des passants. Eux trouvaient sans doute juste étrange que je les regarde de la sorte, qu'importe. J'avais les mains moites, mais des ailes blanches dans le dos, fin prête à me lancer. Malheureusement, mon enthousiasme fut de courte durée. Le banquier me reçut froidement, jeta à peine un coup d'œil à mon dossier, tiqua sur mon mince apport financier et abrégea notre entretien, qui dura à peine 10 minutes, en me promettant une réponse rapide. Effectivement, sur ce point, il tint parole. 48 heures après, je recevais une réponse négative. Mon rendez-vous suivant dans une autre banque eut un malheureux air de déjà-vu. La réponse négative me cueillit en pleine rue. Alors que je rentrais chez moi, les bras chargés de courses, à l'inconfort de la situation s'ajouta l'amère déception. Une de plus, je sentais mon rêve prendre ses jambes à son cou. La peur et la désillusion me piquaient la gorge, les yeux, le nez. Quand Adrien m'ouvrit la porte, je lui dis à peine bonsoir, traçant jusqu'à la cuisine pour qu'il ne puisse pas lire sur mon visage ma déconfiture. C'était oublier que les enfants ont des capteurs géants. Ils sentent tout. « Ça va, maman? Tu veux que je t'aide à ranger les courses ?»« Ça va, mon chéri, je vais me débrouiller, » dis-je en feignant de m'affairer devant les placards. Je lui tournai le dos volontairement, pour qu'il ne voie pas poindre mes larmes. Peine perdue. « Mais maman, tu pleures ?» demanda-t-il en se penchant pour mieux voir mes yeux, et y constater l'effraction de la tristesse. « Mais non, ça va, je te dis. Allez, va jouer dans ta chambre. » « Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas dit ce qui ne va pas. » Quel aplomb! Cela lui arrivait parfois de jouer l'homme de la maison et de me paterner, sentant qu'il ne me lâcherait pas tant que je ne lui aurais pas dit ce qui me chiffonnait. Je lui expliquai le refus de la banque. « Tu comprends, il me manque encore un peu de sous pour monter mon projet, et la banque n'a pas voulu me les prêter, alors ce soir je suis triste. Mais ne t'en fais pas, je n'ai pas dit mon dernier mot. » Je m'efforçai de lui sourire à travers mes quelques larmes, pour ne pas l'inquiéter davantage. Il me serra dans ses bras pour me faire un gros câlin, et me dit d'un ton assuré d'homme qui connaît la vie. « T'inquiète pas, maman, ça va s'arranger. » Puis il tourna les talons et alla jouer dans sa chambre. Son attitude m'arracha un sourire. Quel phénomène! Me dis-je avec tendresse. Après avoir rangé les courses, je passai à la vaisselle en m'attaquant au poêle que je n'avais pas eu le courage de nettoyer la veille au soir. Je grattais à l'éponge avec l'énergie du désespoir, espérant que ce geste basique du quotidien arriverait à calmer mes nerfs malmenés. Alors que je commençais à mettre la table, appelant Adrien pour un peu d'aide, il arriva dans le salon avec un air de conspirateur ravi. « Maman, tiens, prends. » Il me tendit une enveloppe en craft. « Ouvre, » m'exhorta-t-il. Je m'exécutai et découvris à l'intérieur une liasse de billets et une bonne 50aine de pièces de monnaie. « C'est pour toi, » m'annonça-t-il, rayonnant de fierté. « J'ai tout compté, il y a 123 € et 45 centimes. Et si ce n'est pas assez, je revendrai mon 3DS. Comme ça, tu pourras le faire ton projet. Hein, maman ?» Une boule d'émotion me serra la gorge. Dieu que je l'aimais en cet instant. Qu'il était beau avec ses yeux brillants et sa fougue naturelle, à vouloir me sauver de la déroute. Je le pris dans mes bras pour l'embrasser très fort. « Merci mon amour, c'est adorable de ta part, mais garde tes sous pour l'instant. Je te promets que, si j'en ai besoin, je viendrai te les demander. »« Promis ?»« Promis, lui assurai-je. » Il semblait à la fois content et tout de même soulagé de pouvoir conserver ses économies. Voyant le sourire revenu sur mon visage, il dut estimer qu'il avait réussi sa mission, et s'en alla ranger son butin, dans sa chambre, le cœur léger.
Cette initiative si adorable mit du baume sur le mien. Il ne fallait pas que je baisse les bras pour moi, pour mon fils, pour tous ceux qui croyaient en mon projet. Je devais m'accrocher. C'est dans cet état d'esprit que je repartis à la conquête d'un financement et présentai mon dossier à une troisième banque. À nouveau, quelques jours passèrent, et j'attendis le moral gonflé à l'hélium de l'espérance, espérance qui, une fois encore, explosa en vol. Ce troisième refus fut vain comme un coup de massue. 3 banques, et aucune d'elles n'avait voulu devenir partenaire de mon projet. Rien n'y avait fait, ni mon super sourire à la Isabelle Huppert, ni mon air sage et confiant à la Gandhi, ni maniaque de promotrice fâchant Michel Douglas dans Wall Street. Le désespoir me gagna, l'angoisse aussi. J'avais quitté mon poste, engagé des dépenses pour faire fabriquer mes modèles. Si aucune banque ne me suivait, j'étais finie. Je n'aurais plus qu'à ramper aux pieds de mon ancien boss pour le supplier de me redonner un poste et m'estimer heureuse de reprendre ma petite vie réglée comme du papier à musique. Ah non, ça, jamais. Alors je me retournai contre Claude. Ruminé, c'est vrai quoi. C'est bien à cause de lui que je m'étais lancée dans ce plan insensé. C'était lui qui m'avait encouragée dans cette voie. Et maintenant, j'allais me casser la figure. Sébastien ne me le pardonnerait jamais. Si ça se trouve, cette foutue histoire allait aussi emporter mon couple et détruire ma famille. Déçu, outragé, Seb me quitterait, emmenant Adrien avec lui. Ruinée, dépressive, je finirais SDF. Le bad trip s'en donnait à cœur joie avec mes méninges survoltés. J'étais en pleine catastrophe stratégie. Ma mère avait raison, c'est de la folie, je n'y arriverai jamais. Galvanisé par ma fureur, il y a toujours de la peur dans la fureur. Je débarquai en trempe au cabinet de Claude. Lui et sa foutue méthode. J'allais lui dire ma façon de penser, le mettre face à ses responsabilités. L'obliger à... Je ne savais pas encore quoi, mais l'obliger. Je passai le barrage de la secrétaire sans m'arrêter. « Madame, non, vous ne pouvez pas... » J'allais me gêner. J'ouvris sans ménagement la porte du bureau. Claude suspendit sa conversation téléphonique en me voyant débarquer. « Madame, s'il vous plaît, » tenta encore la secrétaire. « Laissez, Marianne, je m'en occupe. Un instant, Camille. » Il termina sa conversation tranquillement. Son calme méritait davantage. Il était trop en contraste avec ma tourmente. Pourquoi fallait-il que cet homme ait l'air toujours si souverain, et moi tellement en vrac? Alors, Camille, que se passe-t-il? Comment ça, ce qui se passe? Il se passe que c'est la Bérésina, que je viens d'avoir aujourd'hui une 3e réponse négative, que c'est la fin des haricots. J'ai ructé comme un vieux coq courroucé. Calmez-vous, Camille, il y a toujours une solution. Ah non, alors là, stop. J'en ai marre de votre positive attitude. Regardez où elle m'a mené, votre positive attitude. Oui, vous, là, avec vos conseils à la con. Je suis vulgaire? Tant mieux. Je vous ai cru, je vous ai fait confiance. J'ai envoyé valser mon CDI, et voilà maintenant. Vioup, plus rien. À la rue, la dame. Non, mais franchement... Où est-ce que vous avez vu que j'avais l'étoffe d'un entrepreneur? C'était couru d'avance que j'allais m'y casser les dents. Claude me laissa déverser ma bile, sans intervenir. Il semblait désolé de me voir dans cet état. En entendant mes vitupérations, son assistante revint frapper à la porte. « Tout va bien, monsieur Dupontel ?»« Oui, tout va bien, Marianne, merci. »« Madame Thévénieux s'impatiente, vous aviez rendez-vous à la demi. Pouvez-vous m'excuser auprès d'elle et lui demander si elle peut revenir la semaine prochaine ? Merci, Marianne. » Il décommandait une cliente pour moi. Étant donné mon humeur, ça me faisait plaisir de venir perturber son après-midi bien huilé. Il m'avait poussé à prendre des risques pour me lancer dans une aventure professionnelle complètement délirante, et j'estimais qu'il avait sa part de responsabilité en cas d'échec. Camille, calmez-vous. 3 échecs, ça ne veut pas dire que tout est perdu non plus. 1 banque, 2 banques, 10 banques, il faut persévérer. Et si ce n'est pas le bon tiroir, il faut en ouvrir d'autres. Persévérer, persévérer. Vous en avez de bonnes. Ce n'est pas vous qui avez tous les jours à lire l'inquiétude et la désapprobation dans les yeux de vos proches. Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par force, mais par la persévérance. Jackson Brown. Vous commencez à m'énerver avec vos citations. Ce n'est pas avec ça que je vais décrocher un prêt bancaire. Peut-être pas, mais ce n'est pas non plus en vous mettant dans un état pareil. Quelle heure est-il? Comment ça, quelle heure il est? 18h15, pourquoi? Parfait, on a juste le temps. Le temps pourquoi encore, Claude? Demandai-je énervé de ces incessants mystères. Vous verrez bien, allez, prenez votre manteau. Mais je ne pus m'opposer davantage.
Claude me prit par la manche et m'entraîna dehors au pas de course. Son autorité naturelle ne se discutait pas. Outre sa voiture que je connaissais déjà, entre parenthèses, ça devait sacrément bien marcher pour lui, pour qu'il roule en Jaguar. Il possédait un scooter qui attendait devant son cabinet. Il me planta sans ménagement un gros casque sur la tête, étouffant ainsi mes dernières protestations. Nous fonçâmes dans Paris. Je m'agrippais à sa taille, à la fois grisé et apeuré. Le défilé des rues, les visages anonymes, floutés par la vitesse, les concerts de klaxons, le panache des monuments, l'or clinquant à leur sommet, la profondeur impénétrable de la Seine et ses rives charmantes, les mariés japonais posant devant les appareils photos pour l'éternité, les vendeurs à la sauvette, les badauds, les pressés montés sur ressort. Tout ce manège me donnait le tournis. Le brusque arrêt du scooter que Claude gara sur un trottoir mit fin à ma rêverie citadine. Devant moi, une bâtisse de pierre grise. La paroisse Saint-Julien-le-Pauvre. « Nous sommes pile à l'heure », déclara Claude, visiblement satisfait de son petit tour de force. Claude, franchement, je ne suis pas d'humeur. Il ne me laissa pas terminer ma phrase. Il me fit presser le pas pour entrer dans l'église, et nous trouva de place au 3e rang. « Taisez-vous maintenant et écoutez. » J'aurais volontiers protesté, mais déjà, une femme s'avançait sur la scène, accompagnée d'un homme en costume sombre qui s'installa cérémonieusement au piano. Les 2 premiers airs me calmèrent. Les notes voluptueuses, dans un déplacement invisible, venaient caresser mes tympans, créant dans tout mon corps des vibrations apaisantes. Ce fut au 3e air que l'émotion me saisit, lorsque Ève Maria, d'une pureté cristalline, s'éleva dans la nef. J'en eus la chair de poule, tant de ferveur me transperçait. Les larmes montèrent aux yeux. Claude me jetait de petits regards en biais, heureux sans doute de voir que la magie opérait. Des frissons me parcouraient tout le corps. Je me sentais comme connectée à quelque chose de supérieur, sans vraiment pouvoir dire quoi. Mais cette sensation me remplissait de force et de ferveur. Je passai le reste du concert sur un nuage. À la sortie, nous décidâmes d'aller boire un verre, au caveau des oubliettes. « Claude, je suis désolée de m'être emportée tout à l'heure. C'était vraiment injuste. Vous faites tout ce que vous pouvez pour m'aider. Je le sais bien. Et si j'échoue, ce ne serait pas votre faute. Le succès est la capacité d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, disait Winston Churchill. Vous recommencez avec vos phrases. Oups, désolé. Je voulais juste vous dire une fois encore que ce que vous vivez en ce moment avec votre recherche de financement n'est pas un échec. Ça fait partie des aléas et des boires d'un parcours de réussite. Je vous ai amené dans cette église pour vous faire ressentir la force de la faveur. Il faut que vous gardiez la foi. Faites-vous confiance, moi je crois en vous. Grommelai-je. Encore un peu sur la réserve. Alors c'est reparti, me demanda-t-il en me tendant la main. J'hésitai 2 secondes, puis lui tendis la mienne. C'est reparti. Quelques jours plus tard, je décrochai un rendez-vous avec la Banque Populis. J'avais lu dans un magazine qu'il avait la réputation de soutenir les petits entrepreneurs délaissés par les circuits financiers classiques. Je ne projetais aucune attente, cette fois, pour ne pas être déçu. Quand un coup de fil me donna une réponse positive, 8 jours plus tard, je tombai à genoux d'émotion dans mon appartement. J'attendis d'avoir raccroché pour pousser, hurler. Un cri de joie à faire pâlir une crise sur un tableau noir. J'étais à 2 doigts de soulever mon t-shirt sur ma tête et de courir partout comme une dingue en hurlant « Goal !» J'avais enfin décroché mon passeport pour une nouvelle vie. Ma victoire me valut un 4e Lotus Charme, violet celui-là, que je caressais machinalement à mon cou, comme un gris-gris porte-bonheur. Je n'aurais jamais cru gravir ainsi les échelons du changement, mais force était de constater que la méthode fonctionnait. Maintenant que j'avais les fonds, je pouvais enfin mettre en œuvre ce qu'il fallait pour concrétiser mon concept de leasing de vêtements haute couture pour tout petit, à des prix très accessibles. Le lancement de la boutique était prévu 6 mois plus tard, et il n'y aurait pas un jour de trou, d'ici là pour que tout soit prêt. Par moments, j'avais l'impression de me transformer en robot bionique multitâche. Je devais être partout à la fois, à la création, à la réalisation, à la logistique. Il devenait impératif que je me fasse seconder. Point de salut sans bras droit. En la matière, je poussais même le luxe, jusqu'à m'en offrir 4, enfin 8, en comptant aussi les bras gauches. Bref, 4 paires de moins hors pair trouvées, chez de jeunes couturières, qui me firent l'honneur de voir en mon projet un tremplin pour leur carrière. Elles acceptèrent donc de jouer le jeu, d'être très peu rémunérées jusqu'au lancement officiel de mon affaire, et de miser sur ma réussite. Notre fine équipe s'installa dans une boutique de la rue Le Goff, que j'avais louée, à 2 pas du Luxembourg.
Ce n'était pas immense, mais cela suffirait amplement pour un début. Et le local avait beaucoup de charme. Des poutres apparentes, une mezzanine, une arrière-boutique très lumineuse et même un sous-sol aménageable pour des vestiaires et un coin cuisine. J'emmenai Adrien visiter. « C'est trop stylé, maman !» Ce qui le taraudait le plus, c'était de savoir si j'allais devenir riche. Il jouait à énumérer ce que nous pourrions nous offrir si je devenais célèbre grâce à ma boutique. Il se voyait déjà à bord des plus belles voitures, Porsche rouge un jour, Bugatti noir le lendemain. Il était tellement mignon avec ses yeux qui brillaient d'excitation. Je me régalais de le voir profiter du temps, de l'insouciance et des plaisirs simples. « Rêve, mon fils, rêve, me disais-je, avec un sourire attendri, et que toujours la réalité te soit douce. » J'avais également remué ciel et terre pour trouver des partenaires qui me fourniraient à moindre coût les vêtements de base en coton et chanvre biologique. Certains même en lin d'alpaga, laine de yak et bambou. Lorsque je reçus enfin mes commandes, je caressai longuement ces matières incroyables, jubilant à l'idée de ce que j'allais en faire. Durant cette période, j'étais gagnée par une irrépressible effervescence créative. Je dormais peu, mais bizarrement, sans en ressentir d'effet indésirable. Je m'étonnais, moi qui d'ordinaire ressemblais à un escargot neurasthénique au moindre manque de sommeil. On aurait pu croire que j'étais dopée, et dans un sens je l'étais, dopée à l'enthousiasme. Réaliser ainsi mes désirs les plus profonds me nourrissait comme aucune autre sève n'aurait pu le faire. Jamais je n'avais été habitée par une telle énergie. Claude suivait mes avancées comme un papa poule, et en parlant de papa, il ne manqua pas de me rappeler que dans la liste des objectifs qu'il me restait à accomplir figurait celui-ci, me réconcilier avec mon père. Là, je protestais. Claude, ce n'est vraiment pas le moment de me demander ça. Vous voyez bien que je suis complètement débordée. Je n'ai déjà pas une minute pour moi. Il n'y a pas de meilleur moment au contraire, Camille. Et puis, vous sentez bien que cette chose vous trotte dans la tête depuis des années et vous gêne comme une épine dans le pied. Pourquoi rester un jour de plus avec cette douleur? Vous serez tellement soulagé d'avoir fait un pas pour régler cette situation. La nouvelle Camille ne laisse pas les problèmes en suspens, n'est-ce pas? Bon, ça va. Je verrai si je peux trouver un moment. Ça m'énervait qu'il m'impose cela maintenant. Mais me l'impose-t-il vraiment? Je savais qu'il avait raison, tout au fond de moi. Je ne pouvais laisser la situation perdurer. Je devais faire face. Cette histoire, je l'avais glissée d'un coup de balai sous le tapis de ma conscience, pensant qu'elle se ferait oublier. Que nenni! Elle n'avait cessé toutes ces années de me grignoter insidieusement le moral. La culpabilité mêlée de rancœur tapit dans l'ambre de mon cœur, faisant son travail de sape. Mais comment pardonner à celui que je ne pouvais appeler autrement que mon géniteur, de nous avoir quittés avant que j'aie accompli mes premiers pas? 6 ans que je n'avais pas revu mon père, depuis cette scène affreuse au cours de laquelle j'avais voulu régler mes comptes avec lui, décoller mes timbres au ridicule. À l'époque, c'était carrément une kalachnikov à reproche que j'avais brandie. J'avais déversé sur lui des hectolitres de colère, sans lui laisser la moindre chance de s'expliquer. La bile avait envahi mes veines, aussi sûrement que de la ciguë. Je tapais pour lui faire mal. Une colère de petite fille, ça peut renverser des tables et casser des chaises. Toute la partie noire en moi avait surgi, comme un volcan en éruption. Toutes les émotions négatives emmagasinées pendant ces longues absences étaient remontées à la surface. Je voulais lui faire payer son éloignement à coups de mots meurtriers. Pourquoi avait-il quitté maman? Étais-je un bébé trop bruyant qu'il n'avait pu supporter? Où était-il quand j'avais peur, quand j'avais mal? Malheureusement, mon règlement de compte m'avait éclaté en plein visage, comme une grenade dégoupillée. Et j'avais abouti à un résultat que je ne souhaitais pas vraiment, une rupture pure et simple. Les semaines, les mois, les années avaient passé sans que j'ose le premier pas de la réconciliation. Je craignais sa réaction, et pire encore, un nouveau rejet. Avec le recul, je comprenais mieux pourquoi il avait quitté le foyer. J'étais un accident survenu dans sa vie, alors qu'il était beaucoup trop jeune, à 23 ans. Il n'avait ni la maturité, ni la motivation pour assumer un enfant. Il avait néanmoins aidé ma mère à la hauteur de ce que ses revenus lui permettaient, et venait me rendre visite de temps en temps. Ces instants, rares et précieux, me laissaient un souvenir mémorable, un goût sucré de barbe à papa. Je mis un moment à retrouver le précieux petit répertoire téléphonique, poussiéreux et écorné, amphi sous un amoncellement de papiers stockés au fin fond d'un placard. Il était là, son numéro. Je restai de longues minutes devant le combiné, le cœur battant, les mains moites, la bouche sèche, à l'idée de ne pas trouver les mots. Puis enfin, je me lançai. Les sonneries retentirent, puis il décrocha.
Allô? Allô? Papa? Le pardon ne fait pas oublier le passé, mais élargit le futur, disait Paul Boès. C'était vrai, après ce coup de fil à mon père, je me sentis plus légère. Ce fut comme si j'avais coupé la corde qui retenait dans le sillage de mon navire de lourds barils et l'empêchait d'aller de l'avant. Au début, bien sûr, les mots s'étaient étranglés, avaient peine à sortir entre nous. Puis nous avions trouvé la voie du cœur, sincère et juste, pour jeter un pont entre nous. Émus, nous avions alors convenu de déjeuner ensemble. Ce moment complice fut une occasion unique de déposer le fardeau de nos meurtrissures respectives et nous apporta une belle rédemption. Là où il n'y avait plus de notre histoire que pointillés et points de suspension, nous venions de rouvrir des guillemets. J'en restais le cœur baba. Étrangement, depuis que je m'étais réconciliée avec mon père, je me sentais également apaisée dans ma relation de couple. Peut-être étais-je en train de prendre conscience de mes amalgames, que je fabriquais depuis longtemps entre les comportements de mon père et celui de mon conjoint. À quel point ma peur d'être quittée comme ma mère l'avait été m'avait intoxiquée, jetant un voile d'ambre sur ma relation avec Sébastien. Mais c'était fini aujourd'hui. Je ne laisserai plus jamais le passé interagir avec le présent, ni conditionner mes relations. Bien sûr, je ne pourrais empêcher que mon mari parte avec une autre, si le destin en décidait ainsi. Mais j'étais maintenant sereine, je savais que, quoi qu'il advienne, je pourrais compter sur mes ressources intérieures pour faire face. Et cette certitude me donnait une force incroyable, force que je n'aurais jamais cru posséder. J'avais donc fait la paix, semblait-il, avec la gent masculine. Je savourais cette pensée en dégustant une bonne tasse de thé vert, lorsqu'un matin, Sébastien entra dans la cuisine, en me rendant une enveloppe. « Tiens, pour toi une lettre au courrier. » À l'intérieur, une courte missive. « Rendez-vous jeudi à l'espace 1000 essentiel, pour une réunion au sommet. Soyez à l'heure. 14 heures précises, à jeudi. Claude. » Que manigançait-il encore? Sébastien, qui s'était beurré une tranche de pain, me fixait du coin de l'œil tout en mâchant sa tartine. « Encore du travail? »« Oui. Que veux-tu? On ne t'arrête plus. » Je le sentis un peu préoccupé, fébrile. Je n'aurais su dire exactement, et m'approchai de lui pour lui voler un tendre baiser. « Ne t'inquiète pas, le jeu en veut la chandelle, et bientôt tu verras les résultats. » Je n'en doute pas. Le jeudi, j'abandonnai les filles à l'atelier, laissant mes instructions pour l'après-midi, et filai à mon rendez-vous, non sans avoir passé une tenue chic et glamour, qui me valut quelques sifflets, et colibés dans la rue. Je rosis, mais vu l'adresse du lieu de rendez-vous, dans le 16e arrondissement, je m'étais dit que mieux valait être dans le temps. Et n'était-ce pas aussi une occasion parfaite de voir comment je m'en sortais dans la peau de la nouvelle Camille? Si j'en croyais les regards flatteurs que je récoltais, cela semblait marcher plutôt bien. En poussant la porte de l'espace 1000 essentiel, je le souffle coupé. Le hall, à lui tout seul, semblait chanter un hymne à la beauté des palais d'Orient. Matière raffinée, mobilier aux formes élégantes, fragrance subtile, couleurs chatoyantes. J'eus l'impression d'avoir fait un voyage dans l'espace-temps. Quel bonheur! Et ces lustres, ces lanternes anciennes, et ces tapis profonds et moelleux posés, ici sur des parquets anciens, là sur des mosaïques artisanales. Je me sentis aussitôt captivé par l'atmosphère envoûtante, de clair-obscur qui projetait sur chaque visage des ombres de mystère. Mais le seul vrai mystère demeurait: pourquoi Claude m'avait-il fait venir ici? C'est avec cette question en tête que je me dirigeai d'un pas ferme vers l'hôtesse d'accueil. « Le bar, s'il vous plaît, j'ai rendez-vous. » Au fond de l'allée, tout de suite à votre gauche. Je parcourus le chemin indiqué, le cœur battant plus fort dans ma poitrine. Qu'est-ce que c'était encore cette mise en scène? Arrivé dans le bar, aussi magnifiquement décoré que le hall d'entrée, je scrutai les personnes présentes. Aucune silhouette ne me rappelait celle de Claude. Je le maudis intérieurement de son retard. J'avais horreur de poireauter toute seule dans ce genre d'endroit. Les hommes avaient sitôt fait de se méprendre sur les intentions d'une femme seule. J'essayai donc d'adopter un air détaché et sûr de moi, répétant dans ma tête mon mantra devenu habituel depuis quelques semaines. Je suis Isabelle Huppert, je suis Isabelle Huppert. Mon voisin de comptoir me tournait le dos et m'offrait la vision massive de son complet bleu marine, au demeurant fort bien coupé. Belle carrure, me dis-je, avant de m'apercevoir avec trouble que le dos était en train de se retourner. « Vous ici, me dit alors l'homme avec un sourire désarmant. Mais qu'est-ce que... » Eh bien, tu vois, il n'y a pas que ton Claude qui sache orchestrer des surprises. Sébastien encadra mon visage de ses mains comme il aurait saisi une gravure précieuse et m'embrassa langoureusement.
Je m'enflammais plus que de raison, délicieusement troublée par l'inconvenance et l'incongruité de ce baiser dans un tel lieu. Heureusement, le serveur fit mine de regarder ailleurs. Sébastien s'écarta de moi et planta ses yeux dans les miens pour observer les effets joliment ravageurs de son audace. Ma bouche était sa Bastille du jour, et son regard, brillant, semblait appeler à la révolution de nos amours. J'en balbutiai. Incroyable, mais comment as-tu fait pour... Tit. Il se trouve que ton Claude est finalement beaucoup plus cool que je ne l'avais imaginé. Il n'a pas hésité à jouer les complices pour m'aider à mettre sur pied cette petite mise en scène. Il a écrit le mot pour te faire croire que le rendez-vous était avec lui. Amusant, non? Il va m'entendre, dis-je, mais j'étais bien trop ravie du résultat pour lui en vouloir. Et alors? Que comptes-tu faire de moi, qui vaille la peine de m'arracher à quelques heures de précieux travail? Des choses qui ne te feront pas regretter d'être venu. Et puis un moment de détente ne te rendra que plus productive. N'est-ce pas ma businesswoman préférée? Il nous avait concocté un programme d'enfer. Hammam, sauna, piscine, gommage doux au savon noir, à l'eucalyptus. Nous nous abandonnâmes en duo aux mains expertes de jeunes masseuses balinaises, qui nous amenèrent pas loin du 7e siècle. Tout mon corps se délassait, tandis que je tenais la main de Sébastien, tendre contact qui ajoutait encore, s'il en était besoin, à la sensualité de cette délicieuse pose kinesthésique. Quand nous quittâmes la cabine, je ne touchais déjà plus terre. Le dîner aux chandelles qui suivit fut l'apogée de cette journée et expédia mes papilles directement au nirvana. Ce lieu flattait les sens comme nul autre ailleurs. Mais ce qui me ravit le plus, ce fut de constater que Sébastien me regardait de nouveau avec ses yeux d'autrefois, en Scheherazade. Et ça, c'était plus qu'un objectif atteint, c'était un vœu exaucé. La pause idyllique offerte par Sébastien m'avait galvanisée. Et heureusement, car la période qui suivit fut terriblement éprouvante. Je dis tenir des délais impossibles, négocier avec des fournisseurs avides, manager une équipe encore inexpérimentée, effectuer des démarches administratives rocambolesques, créer la nuit, organiser le jour. Bref, je n'étais pas loin de craquer. Par bonheur, je disposais d'un comité de soutien hors norme, famille et amis, défilaient dans l'atelier pour manifester haut et fort leur encouragement, et cela me faisait chaud au cœur. Je voulais tant qu'il soit fier de moi. Claude, mon cher Claude, ne ménageait pas non plus ses efforts. Il m'avait promis de contacter des relations de presse. Il disait connaître du monde. Au moins une chose dont je n'aurais pas à m'occuper. Comment ferais-je pour le remercier un jour? Pour l'heure, mon nouveau bébé prenait de plus en plus de vigueur. La naissance était pour bientôt. Il était donc temps de lui trouver un nom. J'organisais une séance de brainstorming dans l'arrière-boutique. Claude m'avait conseillé de convoquer des personnes d'horizons différents. Ce serait plus riche ainsi, et la matière première créative serait plus intéressante. En plus de mes couturières, je conviai donc ma coiffeuse et mon kiné, qui acceptèrent gentiment de se présenter au jeu. Je leur annonçai la règle préalable à toute séance de créativité, le CQFD. Pas de critique ni de censure, des idées en quantité, de la fantaisie, du farfelu. Les suggestions qui se font écho rebondissent. Nous devions cependant garder en tête les points clés. Notre cible, les petits de 0 à 3 ans, et l'offre spécifique, des vêtements biothétiques. Une approche haute couture au prix, du prêt-à-porter grâce au leasing. Pour nous chauffer les neurones, nous commençâmes par jeter pêle-mêle sur une feuille de papier tous les mots qui nous venaient à l'esprit. Puis nous décidâmes d'explorer plus précisément le vocabulaire propre à la petite enfance. Bout de chou, brindille, cigogne, cacabouda. On a bien dit pas de censure. O comme 3 pommes, abracadabra, patapoum, mini, bombin, miaou, 1, 2, 3 soleil, pirouette, cacahuète, bébé cadoum, berceau, petit doigt. Nous notâmes aussi quelques mots liés à l'univers, de la couture et de la mode, de fil en aiguille, bouton d'or, doigt de fée, création, la cantine à la mode de chez nous. Claude nous aida à faire un mapping de positionnement. Sur le graphique, 2 axes se recoupaient et formaient 4 pôles. L'univers bébé pratique, l'univers bébé enchanté, le bio équitable, la mode à louer. Ainsi, nous pourrions classer nos trouvailles, ce qui faciliterait notre choix. Puis la ronde des noms commença. Fashionimo, jeta ma coiffeuse. C'est bon ça, les noms qui se terminent en Nimo, Nemo, Geronimo, Pinocchio ou Minimode. Bien, je note. Et pourquoi pas les petits doigts d'or?
proposa Géraldine, l'une de mes couturières. Oumaï et Malice, s'exclama Lucie, illuminée par sa trouvaille. Les bébés verts, dit Fabienne. Ben quoi? On a bien les bébés brunes, c'est tendance. Biomode, lança Manquinet. Ah non, ça fait trop médical. Pas de critique, qu'on a dit. Et 3 pommes, ça sonne bien, non? Génial, sauf que ça existe déjà. Oh. Après avoir évincé les noms déjà pris, les noms trop lents, les noms pas beaux, les trop tordus, nous arrivâmes à une liste de 4 possibilités. Bébé écho, vert bambin, l'effet mode et petit trousseau. Chacun portait un message, disait quelque chose du projet. Bébé écho, le nom contenait le mot bébé. On entendait aussi écho, pour écologique. Béco, synonyme de tendre petit baiser, allusion à ces petits moments précieux que partagent une maman et son bébé. Vert bambin parlait avec vert, du côté écolo, équitable, et rappelait avec bambin la cible vêtements pour bébé. L'effet mode ouvrait d'emblée sur l'univers de la magie, séduisante et attractive pour le public de la petite enfance. Le fait de parler de mode était important aussi, puisque les vêtements créés se voulaient fashion. On entendait également l'effet mode, clin d'œil au leasing qui permet de craquer pour un vêtement à la mode, puis d'en changer très vite. Petit trousseau, le nom évoquait la notion de trousseau et sa connotation de transmission. Autrefois, le trousseau était quelque chose de primordial que l'on constituait au fil des ans. Ainsi, ce nom donnerait de l'importance au concept, en suggérant aux parents qu'ils offraient à leurs enfants des vêtements d'importance, des pièces uniques. Les tergiversations allèrent bon train pendant encore 2 heures, puis la décision tomba. Ce serait l'effet mode. Une euphorie gagna alors le groupe, content de lâcher les soupapes après une longue séance de créativité. Champagne! J'en avais placé une bouteille au frigo en prévisant, tandis que nous trinquions ensemble joyeusement. Je ne pus m'empêcher de fixer le nom inscrit en gros sur le paperboard, et déjà mon imagination s'enflammait pour lui créer une identité visuelle. Et puis, le grand jour arriva. L'inauguration enfin. La boutique était pleine à craquer. Tous les invités se tenaient autour de moi, une flûte de champagne à la main. Pour l'occasion, mon petit comptoir de mode avait revêtu ses vêtements de fête. Ici un buffet drapé de blanc, avec un maître d'hôtel aux gants non moins blancs et à l'air solennel de rigueur. Là une ravissante hôtesse d'accueil. Ma mère me couvait d'un regard admiratif. À côté d'elle, mon père, qui avait fait tout spécialement le déplacement, ne pouvait cacher son émotion et assez peu discrètement m'adressait des clins d'œil outranciers et levait les pouces pour me féliciter. Voir mes parents côte à côte, la hache de guerre enterrée, en train de bavarder comme de vieux amis, me comblait. Sébastien et Adrien, au premier plan, mimaient des applaudissements triomphants et me faisant rire. Mon fils avait raconté à tous ses copains que sa mère allait ouvrir une boutique de haute couture pour enfants et qu'elle allait devenir célèbre. Cette vision fantasmée de moi, qui seule pouvait naître d'un imaginaire enfantin, me touchait. Mais ce qui m'émouvait le plus, c'était de lire la fierté dans son regard. Ma seule déception, Claude n'était pas encore là. Il allait rater mon discours, dans lequel j'avais bien entendu prévu de lui rendre un bel hommage. Qu'est-ce qu'il pouvait bien fabriquer? Ce n'était pas son genre d'arriver en retard, et j'étais vaguement inquiète. Le cœur un peu serré, je pris la parole et commençai à remercier tous ceux qui avaient pris une part active, à quelque titre que ce soit, à la mise en œuvre et à la réalisation de mon rêve. Soudain, un brouhaha se fit entendre au niveau de la porte d'entrée, et une grosse agitation sembla gagner l'assemblée. Une meute de gens s'engouffra dans la boutique, semant un certain trouble. Je ne comprenais pas ce qui se passait, trop secoué par le tam-tam de mon propre cœur. Crépitement de flashs, de cris, telle la mer rouge de la Bible, le flot des visiteurs s'ouvrit petit à petit jusqu'à moi, offrant le passage à une stupéfaite apparition, Jean-Paul Gaultier en personne. Et juste derrière lui, Claude Goguenard, éclatant d'une joie complice, me souriait à belles dents, heureux de voir sa surprise faire tout son effet. Je n'en revenais pas. À plusieurs reprises déjà, ce projet m'avait apporté de grands moments de satisfaction. Lorsque l'imprimeur m'avait téléphoné tout d'abord pour m'annoncer que mes plaquettes publicitaires et mes cartes de visite étaient prêtes, puis lorsque j'avais assisté aux dernières, finissant de la devanture de ma boutique. Cette émotion, cette jubilation, quand les artisans avaient donné l'ultime coup de pinceau aux 3 mots sésame de ma nouvelle vie. L'effet mode. J'en avais écrasé quelques larmes discrètes, tant de chemin parcouru en seulement quelques mois. La réussite serait-elle au rendez-vous? Je comptais sur cette soirée d'inauguration pour me donner un début de réponse, mais là, ça dépassait tout ce que j'avais pu imaginer.
Jean-Paul Gaultier, himself, dans ma boutique. Je tendis à mon idole une main tremblante qu'il serra chaleureusement. Je l'entendis, comme à travers un brouillard enchanté, expliquer à l'assemblée qu'il était heureux et fier d'être le parrain de ma boutique, dont le concept l'avait beaucoup séduit. Quand Claude lui avait envoyé la présentation du projet, il n'avait pas hésité longtemps pour offrir son image médiatique, afin de donner à mes faits mode une plus grande visibilité. Camille a un grand talent de styliste, poursuivit-il. Ces modèles petite enfance possèdent une véritable originalité, et offrir la possibilité aux familles d'accéder à des vêtements uniques haut de gamme à petit prix grâce au leasing, c'est incroyablement malin. Vraiment bravo Camille. Je n'en croyais ni mes yeux ni mes oreilles, Jean-Paul Gaultier m'applaudissant à bâtons rompus. Je sentis les larmes me monter aux yeux, tandis qu'il concluait. Je serais heureux de lui offrir mon soutien, et si elle le souhaite, mes conseils. J'étais au comble du bonheur. Les journalistes prirent ensuite les photos de nous deux. Puis ils me posèrent des questions pour pouvoir écrire leur article. Grâce à l'incroyable démarche de Claude, mon concept allait être joliment médiatisé. Plus qu'un coup de pouce, un véritable tremplin. Vers la fin de soirée, Claude s'approcha de moi. Je n'hésitai pas un instant et le serrai dans mes bras. Je lui devais tellement. Claude, je ne sais comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je suis heureux de votre succès, Camille, et très fier de vous. Je crois que vous avez bien mérité ça. Il me tendit alors la fameuse petite boîte entourée, cette fois d'un joli ruban doré. Je devinai aussitôt ce qu'elle contenait. Le lotus noir, le dernier des talismans. Les yeux humides, je l'embrassai chaleureusement, et le charme rejoignit sur la chaîne ce que j'avais déjà gagné. « Je dois y aller maintenant, dit-il. Encore toutes mes félicitations. » Avant de partir, il me glissa une petite enveloppe blanche dans le creux de la main. Je l'ouvris après son départ. Le mot disait « Ma chère Camille, permettez-moi de vous fixer un ultime rendez-vous. J'ai quelques révélations à vous faire, puis j'aurai fini ma mission auprès de vous, et vous pourrez continuer votre chemin en étant sûr d'être sur le bon chemin. Rendez-vous donc après-demain à 14h, au haut de l'Arc de Triomphe. Encore bravo et belle nuit, votre dévoué Claude. » Quelle surprise me réservait-il encore? J'avais donc rendez-vous tout en haut de l'Arc de Triomphe. Je reconnaissais bien la Claude et son goût des métaphores, pour cette entrevue destinée à marquer la fin de sa mission auprès de moi. Quel meilleur endroit en effet? Car pour un triomphe, son enseignement en avait été un. Mais je le soupçonnais, compte tenu de la modestie dont il avait fait preuve et de son souci de mettre en avant mes avancées et mes réussites plutôt que ses succès de mentor, de vouloir célébrer mon propre triomphe, celui qui s'incarnait dans tant de petites choses au quotidien, comme dans de plus grandes, dont l'effet mode était l'emblème. Je m'approchai du monument, admirant sur ses flancs les allégories éclatantes de la victoire. Oui, quel meilleur endroit vraiment pour célébrer l'achèvement de mon projet personnel et rendre hommage au brillant accompagnement mené par Claude. J'avais le menton glorieux et l'œil fier. Tandis que je passais à côté du soldat inconnu, je me sentais habité d'une même flamme. Parvenu tout en haut de l'édifice, j'observais la vie au-dessous de moi, tous ces points minuscules qui s'agitaient dans tous les sens, ces voitures de la taille d'autotamponneuses, ces humains gros comme des pixels colorés. Le vent faisait danser mes cheveux, et j'inspirais à plein poumon les particules de liberté et d'ambition qui semblaient flotter autour de ce lieu chargé d'histoire et de conquête. Claude se tenait là et m'accueillait à bras ouverts. « Claude, quel plaisir de vous voir !»« Moi aussi, Camille. Alors, remise de vos émotions de l'autre soir ?»« Pour ça, oui, c'était merveilleux. Merci encore pour tout ce que vous avez fait. Et l'arrivée de Jean-Paul Gaultier, c'était dingue. Je me demande encore comment vous avez réussi ce miracle. » Ah, petit secret de fabrication. Mais vous savez, si le concept ne lui avait pas plu, il ne serait pas venu. Le mérite vous revient donc entièrement. Avez-vous vu les hauts reliefs de ce monument, Camille? C'est magnifique, n'est-ce pas? Je ne voyais pas de meilleur endroit pour achever cette mission, toute cette symbolique de victoire, de liberté, de paix. C'est que vous avez réussi à gagner grâce à vos efforts, à votre volonté et à tous les changements positifs que vous avez mis en œuvre dans votre vie. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Tout le monde a besoin d'un guide à un moment ou à un autre, et je suis heureux d'avoir pu vous aider. Nous nous tûmes un instant, émus, le regard rivé sur l'exceptionnel panorama qu'offrait la terrasse où nous nous trouvions. Vous savez, Camille, j'aime à penser que nous sommes tous citoyens du monde, mais peu de gens
en ayant vraiment conscience, chacun pourrait devenir ambassadeur de la paix, rien qu'en agissant à son niveau, en œuvrant à sa sérénité intérieure et à son bonheur. Imaginez l'impact si de plus en plus de gens choisissaient le cercle vertueux au lieu du cercle vicieux. C'est vrai, c'est pour ça que je suis bien contente d'être revenue dans le bon cercle. Vous m'avez tellement appris, même si votre mission auprès de moi s'achève. J'espère vraiment que nous pourrons continuer à nous voir. Claude ? Son visage s'était brusquement assombri. Peut-être que quand je vous aurai fait mes révélations, vous n'aurez plus envie de me voir. De quoi me parlez-vous ? Quelle révélation ? Je dois vous dire un secret qui va peut-être vous bouleverser. Vous me faites peur. Alors voilà, j'étais suspendue à ses lèvres. Je ne suis pas du tout routinologue. En vrai, je suis architecte. D'ailleurs, la maison que vous avez vue, c'est moi qui l'ai dessinée. C'était mon rêve, devenir un grand architecte. Vous m'auriez connu il y a 15 ans. J'étais un gars paumé, complètement déprimé, gros sans avenir. J'habitais aux États-Unis à cette époque. Je travaillais comme serveur dans une pizzeria, à des années-lumière de mes idéaux. Mais là que j'ai pris 20 kilos, une fuite en avant dans la nourriture pour oublier une blessure encore à vivre. Tout ça à cause d'une histoire d'amour qui a mal fini. Claude hachait ses phrases, et je lisais sur son visage à quel point cet épisode avait dû être douloureux pour lui, les traits crispés à l'évocation de ce souvenir pénible. Il poursuivit. J'ai quitté la France à la suite d'une rupture brutale et douloureuse avec celle que je pensais être la femme de ma vie. Elle est partie avec mon meilleur ami. Une trahison qui m'a complètement mis par terre. Nous allions passer en 3e année d'archi, et projection de nous marier à la fin de nos études. Je ne pouvais pas rester dans son sillage. J'ai ressenti le besoin de m'en aller loin, très loin, de tout laisser tomber, y compris mon rêve professionnel, pour l'oublier. Un océan entre elle et moi ne semblait pas de trou. Mais une fois au State, ma dépression n'a fait qu'empirer. Je me suis totalement laissée aller, jusqu'à devenir énorme. Je m'écriai dans un déclic soudain. Mais alors, l'homme de la photo, c'était vous ? Ce fut à son tour de ne pas comprendre. Il me fallut expliquer l'indélicatesse qui m'avait valu de découvrir le cliché dans son tiroir. Oui, c'était bien moi. L'autre homme, c'est Jack Miller. C'est lui qui s'est occupé de moi et m'a remise sur les rails pour m'aider à devenir ce que je suis aujourd'hui. Sans lui, je n'aurais jamais repris l'architecture. Je ne croyais plus en moi. C'est mon mentor, mon routinologue. Comment ça, votre routinologue ? Le vent faisait voler sa mèche poivre et sel, et ses yeux se firent plus pétillants. Il poussa un gros soupir, puis se décida à tout me confier. « Camille, il est temps que je vous explique. La routinologie en soi est une invention. Il s'agit en réalité d'une sorte de chaîne d'entraide, de relais de la réussite. Celui qui a été aidé devient routinologue à son tour, et doit transmettre ce qu'il a appris, en venant en aide à une autre personne de son choix. Mais ce n'est pas possible, c'est incroyable. C'est la vérité. Et votre cabinet ? Votre assistante, et cette jeune femme qui me disait avoir été accompagnée par vous. Une mise en scène montée de toutes pièces. En réalité, ce cabinet est mon bureau d'architecte, et Marianne, mon assistante habituelle. J'ai dû la mettre dans la confidence et la convaincre de jouer le jeu. Cette femme qui a accepté de témoigner comme étant une ancienne cliente, c'est ma petite nièce. Pour le reste, il me suffisait à chacune de vos visites de cacher tout ce qui aurait pu trahir mon vrai métier et de mettre en évidence quelques faux dossiers de routinologue. C'était donc pour ça le plan de maison avec les cotes et les dossiers empilés. Il acquiesça en silence, guettant ma réaction. Mais alors, vous n'avez pas vraiment de compétences ni de légitimité pour jouer le coach avec moi. Il toussota. C'était la première fois que je le voyais perdre contenance. Oui et non, Camille. Car chaque nouveau routinologue a reçu comme vous un apprentissage qu'il reproduit ensuite scrupuleusement. Pour vous, ça a marché, non ? Je sentais qu'il attendait de moi une forme d'absolution. Je n'étais pas encore tout à fait prête à la lui donner. Il allait d'abord falloir que je digère tout ça. Il dut lire dans mes pensées, car il reprit. Ne croyez pas que je ne sais pas ce que vous ressentez, Camille. Pour moi aussi, ça a été un choc, quand j'ai appris que Jack Miller n'était pas un routinologue. Certes, la méthode n'est pas classique, pas très orthodoxe même, mais il vaut la peine, vous ne croyez pas ? Nous nous regardâmes intensément, un instant suspendus, forts, complices. Je capitulai. Oui, ça en vaut la peine. Il respira à nouveau souriant. Il farfouilla dans sa sacoche pour en extraire quelque chose. Alors, vous êtes prête à recevoir ceci ? Il me tendit un épais cahier.
À l'intérieur, je retrouvais toutes les étapes de mon programme, les expériences, les apprentissages, les instructions détaillées. Je parcourais avec émotion ces pages remplies de notes, de schémas, de photos. Quel recueil impressionnant! Je l'ai tenu pour vous tout au long de votre parcours. C'est un support qui vous sera précieux pour accompagner plus tard celui ou celle que vous choisirez. Sur un regard, une parole, vous saurez que c'est la bonne personne. Ça s'est passé comme ça pour moi? Oui, ça faisait 4 ans que j'attendais de trouver qui j'aurais envie d'accompagner. J'en restais bouche bée, flattée aussi. Puis il me tendit des cartes de visite de routinologue imprimées à mon nom, comme s'il n'avait pas douté un seul instant que je dise oui. Ainsi que de fausses pochettes de dossiers, des photos et des témoignages de remerciements que j'aurais à afficher au mur de mon futur cabinet de consultation. Toute la panoplie du parfait routinologue. Je vous en prie, prenez-les. À votre tour de transmettre tout ce que vous avez appris. Vous le ferez, n'est-ce pas? Vous ne laisserez pas la chaîne des routinologues se rompre. Sa voix avait pris l'accent de la supplication. J'étais chamboulée, son regard soutint le mien avec insistance. Tout ce que nous avions vécu me revint en mémoire. L'émotion me serra la gorge. Je tendis le bras et pris le matériel. Je lui devais bien ça, non? Les gouttes de plus en plus grosses s'écrasaient sur mon pare-brise. Les essuie-glaces grinçaient, mais en moi, tout était calme. Malgré la pluie, la grisaille, les embouteillages et l'amas rouge que les phares répandaient dans la nuit. Pour la première fois de ma vie, je me sentais pleinement en paix, alignée, comme aurait dit Claude. Fini le temps où la vie me chahutait, comme une vulgaire brindille prise dans le tumulte du vent. Jour après jour, je ne cessais de m'émerveiller de mes ressources intérieures et me sentais connectée à une force dont je ne soupçonnais pas jusque-là l'existence. Je me sentais prête à faire face à toutes les situations. J'avais enfin compris comment prendre les rênes de ma vie, et pour rien au monde ne les aurais laissées s'échapper de mes mains. Autour de moi, à l'arrêt dans les voitures, empêtrés dans un collet serré de tôle, des visages rembrunis, agacés, fatigués. J'avais envie d'ouvrir mes vitres et de crier à tue-tête le mode d'emploi de Claude pour rabibocher avec le bonheur. Au lieu de cela, je me contentais de sourire bêtement, en attendant que le feu passe au vert. Vert, je démarrais en trempe, pressé de libérer la voie, mais un véhicule grillant le feu rouge m'emboutit violemment sur la droite. Off, gros blanc, puis bientôt les sirènes. Oh, un joli pompier, me dis-je, tandis qu'on m'extrayait de mon véhicule. Quelques instants plus tard, assise dans le camion des secours, je me remettais de mon choc. Une femme fit alors irruption, la chauffarde. Elle fendit sur moi, se répandit en excuses larmoyantes, se maudit, se fustigea, s'admonesta, se plus bas que terra. Je l'écoutais sans l'interrompre, je l'aurais voulu, que je n'aurais pu réussir. Quand il faut que ça sorte, faut que ça sorte. Toutes les deux, nous n'avions rien, à part quelques bleus et égratignures. Plus de peur que de mal. Malgré tout, elle ne se remettait pas d'avoir provoqué l'accident. Après le constat d'usage et différentes formalités administratives ou policières, nous garâmes nos voitures sur le bas-côté pour libérer la chaussée. Elle serait enlevée par nos assureurs respectifs. Pour nous remettre du froid et du choc, je proposai alors à mon emboutisseuse, encore toute contrite, d'aller boire un chocolat chaud, en attendant les dépanneuses. Elle sembla à la fois reconnaissante et incrédule que je lui témoigne cette délicate attention. Elle déversa sur moi autant de remerciements que d'excuses un instant auparavant. Je ne me formalisais pas de ce débordement verbal. Elle semblait vraiment à bout, la pauvre. Nous commandâmes des chocolats chauds. Viennois pour moi, le réconfort d'un petit monticule de chantilly s'imposait. Je voyais sa lèvre inférieure trembloter, la sentais au bord d'un flot de confidence, trop longtemps contenu. Je posai ma main sur son avant-bras, en signe d'encouragement. « Ne vous inquiétez pas, lui dis-je, ce n'est pas si grave. Et puis ils commencent à me connaître, mes assureurs. J'ai eu affaire à eux il y a quelques mois. Avec ce qu'on les paye, autant qu'ils servent à quelque chose. » Des larmes commençaient à perler au coin de ses grands yeux agités, perdus dans un visage large et rond. « Mais merci. Vous êtes si gentil. À votre place, je crois que j'aurais pété les plombs. Ça n'aurait pas servi à grand-chose. Je suis si désolée. Je ne sais pas ce qui m'arrive ces derniers temps. Rien ne tourne rond. Je suis à vif. J'ai envie de tout envoyer balader. Et là-dessus, cette journée effroyable. Vraiment, c'est trop. » Elle s'effondra devant moi dans une explosion de sanglots. Ce qui ne fut pas sans me rappeler des choses. Les battements de mon cœur s'accélèrent. Le moment était peut-être venu. « She's the one »
pensai-je avec une certaine émotion. Allais-je être à la hauteur de la tâche? Inconsciemment, je me redressai dans mon fauteuil de bistrot et pris une profonde inspiration avant de plonger la main dans la poche de mon manteau et de caresser le petit bout de carton qui s'y trouvait. « Comment vous appelez-vous » demandai-je. « Isabelle. » Je lui tendis ma petite carte. « Tenez Isabelle, prenez. Il se trouve que je pourrais peut-être vous être utile. » Elle se saisit de ma carte de visite, avec l'air incrédule de quelqu'un qui ne voit pas bien comment on pourrait lui venir en aide. « Je suis routinologue. »« Routino quoi »